Véronique Decker, bonjour. Bonjour. Vous êtes institutrice et depuis 15 ans directrice d'une école élémentaire à Bobigny, dans le 93, l'école Marie Curie, qui scolarise les enfants des HLM alentours, notamment la cité Karl Marx, mais pas que, vous nous expliquerez ça mieux. Vous avez écrit 2 livres chez Libertalia sur cette expérience, Trop classe, puis L'école du peuple. Ces 2 tomes constituent une espèce de grand reportage sous forme d'une succession de courts récits, anecdotes, souvenirs, tranches de vie de votre point de vue, mais qui racontent aussi les souvenirs, les expériences des élèves, des parents d'élèves, des autres enseignants. Et ça donne un aperçu très concret et très vivant dans le quotidien d'une école de Seine-Saint-Denis. Et ça donne une idée de comment ce quotidien a évolué depuis 30 ans au fil des diverses politiques publiques de rénovation urbaine, des diverses réformes de l'enseignement prioritaire, des diverses réformes de la formation des enseignants, etc. Donc c'est un point de vue très précieux qui donne comme ça une idée de ces évolutions. Alors ce quotidien n'est pas forcément triste et votre regard est tout sauf décliniste ou misérabiliste. Vous avez beaucoup d'humour et de bienveillance et de joie dans l'écriture et en même temps beaucoup de colère face à un double abandon de la part de l'État, abandon des élèves qui, pour certains, ont les plus grosses difficultés à se nourrir, se loger correctement. Donc on imagine qu'apprendre, évidemment, ça devient compliqué. Et abandon de l'école publique qui n'a plus les moyens de remplir correctement sa mission de service public, sa mission d'émancipation collective. Bref, on comprend en vous lisant que l'école publique est en train de devenir une école pauvre et une école pour les pauvres. Et voilà, c'est ce qu'on comprend en vous lisant. Et pour commencer, pour se mettre directement dans le bain, je voudrais que vous me disiez un peu comment se passe pour vous cette rentrée, ce premier trimestre. Là, on est en vacances, mais comment ça se passe ? Alors, comment s'est passée la rentrée ? Toutes les rentrées sont toujours très compliquées parce que, en général, chaque année, on a une nouvelle fantaisie. Donc, la fantaisie de l'année, c'est le CP à 12, qui chez nous est à 14. Donc, on est passé de 2 CP à 4 CP, avec l'obligation d'une méthode de lecture commune, sauf que la mairie avait oublié d'envoyer les commandes. Donc, on avait l'obligation d'une méthode de lecture commune, mais qui n'était pas arrivée jusqu'à nous. Bon, alors, c'est pas bien grave, parce que comme on est massivement des enseignants proches de la pédagogie Freinet, en général, on apprend plutôt à lire aux enfants sans trop s'appuyer sur une méthode. Donc, les enfants n'ont pas souffert et les enseignantes ont réussi à plutôt bien s'en sortir. Mais voilà, plein de petites choses étaient à repenser autour de ces demi-classes. Mais c'est bien ça, non ? Enfin, ça veut dire des classes plus petites. Alors, comme ça, sur le papier, ça a l'air bien. Sur le papier, c'est bien. Et en vrai, pour les enfants qui sont dedans, c'est bien. Le problème, c'est que ça présuppose quelque chose qui est faux, à savoir qu'on commence à apprendre à lire en CP et qu'on finit d'apprendre à lire en CP. En fait, on a commencé à apprendre à lire en maternelle, en se familiarisant avec la langue de l'écrit. Et puis, on finit d'apprendre à lire environ vers l'université, quand on est capable de lire un texte de Kant. Voilà. Et là, on peut se dire qu'on a fini. D'accord. Entre les deux, il y a toutes sortes d'étapes dans l'apprentissage de la lecture qui ne se résument pas au fait d'être capable d'associer quelques lettres pour faire des syllabes. Ça n'est qu'une minuscule partie de l'apprentissage de la lecture. Alors, c'est sûr, c'est bien d'être 13. C'est mieux que d'être 23. Mais ce qui est moins bien,
c'est que pour ça, on a pris des postes à d'autres endroits. Et c'est ça qui n'est pas dit. C'est-à-dire, ce ne sont pas des nouveaux postes qui ont été attribués à ces CPA 13, ce sont des postes qui ont été déplacés. Voilà. Donc, on avait, nous, dans les REP+, un petit peu plus de formation que nos collègues. Et cette formation a été divisée par 4 parce que les remplaçants qui nous remplacent dans les classes pendant qu'on part en formation, ils ont été pris pour faire les CPA 13. Et puis, on avait dans les écoles un enseignant supplémentaire qui allait aider un petit peu dans toutes les classes. Et lui aussi a disparu. Ah oui, donc, comme ça, sur le papier, ça a l'air d'être bien. Moi, je m'interroge parce que ces enfants des CPA 13, ils sont en train de prendre l'habitude d'être à 13. Et donc d'avoir une maîtresse très disponible, une classe très silencieuse, énormément d'espace. Donc ils ont un espace près du tableau, ils ont un espace pour se réunir. Les maîtresses ont pu aménager leurs classes qui sont grandioses par rapport à leur nombre d'élèves. Mais quand ils vont se retrouver comme des sardines l'an prochain, avec une maîtresse beaucoup moins disponible, parce que tout d'un coup, elle en aura quand même 25 à gérer, eh bien, je ne sais pas si ces enfants-là, qui avaient été habitués au luxe, vivront bien le retour à la vie normale. Et là, on vous laissera vous débrouiller avec ça, avec cette situation-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de 100% de réussite à l'issue de ces CP. Les enfants qui ont de graves difficultés d'apprentissage peuvent toujours être mis par 13, par 7, par 3. Parfois, les graves difficultés d'apprentissage supposent des soins que nous n'avons plus. Parce que la médecine scolaire est effondrée, que la médecine de soins est tout à fait difficilement accessible en Seine-Saint-Denis. Oui, d'accord. Voilà. Alors, autre petite actualité de la rentrée, j'ai vu que le gouvernement voulait que les profs fassent passer des tests d'évaluation diagnostique au début du CP en maths et en français. Oui, alors vous avez eu à le faire, on les a fait passer. Ce qui est drôle, c'est de demander à des enfants de faire des choses qu'on ne leur a pas appris à faire. Moi, j'adorerais qu'au moment du bac, on fasse passer des examens de doctorat ou bachelier, parce que c'est un peu l'effet que ça fait. C'est-à-dire, on demande aux enfants de reconnaître des phrases, des points d'interrogation, des syllabes. Or, à ma connaissance, tout cela n'est pas au programme de la maternelle. Voilà. Vous disiez qu'on commence un petit peu à lire en maternelle. On commence d'abord en maternelle à écouter des grandes personnes qui vous lisent des livres. Et ça, du coup, ça permet d'apprendre une nouvelle langue qui est la langue de l'écrit. Jamais à l'oral, je devais dire « lorsque le petit chaperon rouge fut parti dans la forêt », jamais je ne dirais ça dans une conversation courante. Je vais dire quand il est parti. Donc, les enfants doivent déjà apprendre cette nouvelle structuration de la langue. Ils doivent apprendre les temps de conjugaison qui sont utilisés, puisque plus personne ne parle au passé simple. Enfin, peut-être dans quelques maisons de retraite du 16e arrondissement, mais sinon, dans la vie réelle, plus personne ne parle au passé simple. Donc, il faut que les enfants s'approprient ces formes verbales et s'approprient la structure d'un récit, qui n'est pas une juxtaposition de scènes, mais une organisation de quelque chose qui part d'un endroit pour aller à un autre endroit. Tout ça, c'est déjà de la lecture. Oui, d'accord. Et donc, ces tests d'évaluation, ils n'ont présenté aucun intérêt pour vous? Si, ils présentent de très grands intérêts, mais pas pour nous. Voilà. L'intérêt, ça va être un pilotage de l'école par des données dont on ne sait pas bien comment elles sont recueillies et pourquoi elles sont recueillies. Parce qu'à partir de ces données-là, on pourrait imaginer, par exemple, un classement de performance des écoles maternelles, on pourrait imaginer toutes sortes de choses, mais qui ne servent en rien les maîtresses de CP. Les maîtresses de CP, elles ont toujours évalué
les élèves qui arrivaient de la maternelle. Commence toujours par faire dessiner les élèves, par voir ce qu'ils sont capables de faire en graphisme, par leur faire regarder des lettres et savoir s'il y en a qui sont déjà connus, savoir qui écrit son prénom. Voilà, les maîtresses de CP commencent toujours par chercher qui sait déjà compter jusqu'à 10, qui sait déjà compter jusqu'à 30. Voilà, elles ne sont pas folles, les maîtresses de CP. Elles veulent bien savoir où est-ce qu'elles vont poser le plancher pour construire la maison qui prendra toute l'année à construire. Donc, elles n'en avaient pas besoin, puisqu'elles ont des corpus évaluatif depuis des années. L'intérêt d'une évaluation qui est la même de Brest à Strasbourg et de Lille à Marseille, c'est évidemment un intérêt politique. La question, c'est qu'on ne sait pas lequel. Ce qu'on sait, c'est que partout dans le monde où les systèmes scolaires ont été pilotés par les résultats, ce pilotage par les résultats a donné le pire. Vous le pensez pire. À quel pays? Moi, l'Angleterre, par exemple, où les enfants étaient surentraînés au passage de tests au détriment de savoir réel. Singapour, où 90% des enfants ont des prépas privés dès la fin de la maternelle. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Voilà, Hong Kong, les fameux résultats extraordinaires de Hong Kong se font avec un taux de suicide des enfants qui est très important et une mort de la créativité. Parce que quand on est tout le temps à exiger de la performance, on fait des enfants qui sont très stressés, peu créatifs, très convenus, et qui n'ont pas d'enfance. Et d'ailleurs, là, on pouvait s'y préparer à ces tests, puisqu'ils étaient... le contenu des tests était diffusé... dans le monde. Dans le monde. Comment vous dire que les parents d'élèves de Bobigny ne sont pas tous abonnés au Monde. Voilà. Et donc, évidemment, moi, je pense que dans un certain nombre de familles, les enfants ont été préparés dans d'autres endroits qui vont avoir des performances tout à fait extraordinaires. Dans certaines écoles privées élitistes qui accueillent des enfants dont les parents sont massivement abonnés au Monde, vont pouvoir avoir des résultats tout à fait intéressants. Alors, je le disais en introduction, vous êtes confronté dans votre quotidien à des problèmes qui dépassent largement les questions d'apprentissage, de pédagogie, des problèmes sociaux, de logement, de santé. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce genre de problème que vous êtes obligé d'essayer de régler? Alors, je pense que les instituteurs l'ont toujours fait. Ils ont toujours eu, tout depuis la fin du 19e siècle, des enfants qui avaient faim, des enfants qui étaient mal habillés, des enfants qui étaient battus par leurs parents. Voilà. Et ce qui fait que un grand nombre de dispositifs sociaux ont été créés. Les coopératives scolaires pour pouvoir faire des sorties scolaires avec tout le monde, même ceux qui n'avaient pas d'argent, le sou des écoles pour permettre aux familles nécessiteuses d'acheter des cartables. Moi, je ne sais pas, quand j'étais petite, les gens qui allaient se marier, en mairie, la mairie a passé un tronc, comme à l'église, pour le sou des écoles. Donc, à chaque cérémonie, les gens devaient verser quelques donations qui servaient à donner des vêtements et des sacs d'école aux enfants des familles les plus pauvres. Voilà, moi j'ai l'impression d'avoir eu à le refaire. C'est-à-dire que ces dispositifs sociaux qui ont été très souvent mis en œuvre par des communes, par des instituteurs, comme les cours pour les parents, les cours d'alphabétisation pour les parents, qu'on appelait des cours de promotion sociale. Voilà, tout ça, ça a eu lieu au cours du XXe siècle. Puis il y a eu un moment, on s'est dit, bon, c'est fait maintenant, tout le monde touche les allocs, tout le monde a un logement social, tous les enfants mangent à leur faim. Donc ces dispositifs se sont effondrés parce qu'il apparaissait qu'il n'y en avait plus besoin. Mais les reculs sociaux dans lesquels nous sommes
depuis le début du XXIe siècle, fait qu'on se retrouve à en avoir à nouveau besoin. Et donc, paradoxalement, moi, j'ai été obligée de m'appuyer sur des fondations privées, sur des associations caritatives, pour arriver à faire tourner une école publique ordinaire. Pour faire quoi, par exemple, vous avez fait Eh appel bien, à des par fonds exemple, privés? quand un enfant est logé au 115, donc il est à la rue, ses parents appellent le 115, il va être logé n'importe où en Île-de-France. L'enfant avec ses parents? Voilà, il peut se retrouver à Melun, au Plessis-Trévise, à la Varennes-Saint-Hilaire. Et donc, comment font ses parents pour qu'ils viennent à l'école le lendemain? Qui paye le transport? Ça, ça n'est pas prévu. C'est-à-dire qu'on a des lois sur le ramassage scolaire en province qui obligent les communes à affréter un autocar pour aller chercher les enfants des hameaux, des villages alentours et les ramener jusqu'à l'école. Mais ça, l'État français ne l'a pas prévu pour les enfants qui sont hébergés au 115. Aujourd'hui, c'est plusieurs milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école. On est en train de recréer quelque chose qui avait disparu en France, qui étaient les analphabètes. On avait des illettrés, donc des gens qui étaient allés à l'école, mais qui, pour des raisons diverses, n'avaient pas pu profiter des enseignements. On n'avait plus d'analphabètes, puisqu'on avait très peu d'enfants qui n'entraient pas dans l'école. Aujourd'hui, on est en train de recréer avec les enfants roms, les enfants syriens, les enfants de réfugiés, les enfants des familles expulsées des HLM, des enfants qui sont dans l'abandon scolaire. Et donc, c'est des fondations privées qui payent leur transport, c'est ça? Alors moi, j'ai trouvé une fondation privée, la fondation Seligman, qui nous aide et à payer le transport de ces enfants-là, mais aussi à payer les classes transplantées, les sorties pour l'ensemble des familles en grande difficulté sociale qu'on a à l'école. Je disais que l'école publique dans ces quartiers populaires était en train de devenir une école des pauvres. Est-ce qu'on pourrait ajouter qu'elle est en train de devenir l'école des Noirs et des Arabes? Alors c'est plus compliqué. L'école s'appauvrit partout, y compris dans la campagne française. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la banlieue qui est touchée par l'abandon des dispositifs sociaux qui permettaient aux enfants de profiter de l'école. Voilà, parce qu'il faut se souvenir de ce qu'est la pyramide de Maslow, c'est-à-dire qu'il faut que pour qu'un être humain apprenne, il faut qu'un certain nombre de besoins préalables aient été satisfaits. Il faut que l'enfant ait dormi, il faut que l'enfant ait mangé. Or, des enfants qui sont hébergés chez leurs grands-parents, chez leurs oncles et tantes, parce que leur mère est au chômage, parce que leur père est tout seul, il y en a dans toute la France. Ça n'est pas que dans les quartiers populaires où se concentrent des gens issus de l'immigration. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, évidemment, à Bobigny, dans notre école, il y a une concentration de gens français ou qui le deviendront, mais qui sont issus d'une immigration récente à l'échelle de 1 à 3 générations. Voilà. Et qu'on a effectivement plus aucun Français de souche au sens ou qui aurait eu des grands-parents gaulois. Voilà. Mais on a quand même un grand nombre d'enfants français parce que c'est très souvent les grands-pères qui ont immigré. Donc il faut arrêter de traiter ces enfants-là d'immigrés parce qu'ils sont nés en France de parents français. Donc du point de vue statistique, ils entrent dans les statistiques des Français de souche, sauf au moment où ils essayent de chercher un travail, un logement ou quelque chose, où là, on va les renvoyer aux origines de leurs parents ou à leur religion présupposée en raison des noms qu'ils portent et des caractéristiques physiques qu'ils ont. Mais à un moment, il faudra arrêter. C'est-à-dire que leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, leurs arrière-arrière-petits-enfants, à un moment, il faudra bien considérer ces enfants issus de l'immigration coloniale comme des Français à part entière. Pour l'instant, on va dire que ce n'est pas fait. Bien sûr. Et quelle langue est-ce qu'ils parlent chez eux? Et est-ce qu'il y a un problème de langue, de niveau de langue en classe?
comme on peut imaginer. Alors, il y a des problèmes de niveau de langue en classe, mais non pas parce qu'ils parlent des langues étrangères chez eux, parce que si vous regardez le lycée américain de Neuilly, tous les enfants parlent des langues étrangères chez eux et ça ne semble pas peser sur leurs résultats scolaires, mais c'est le niveau de disponibilité des parents. C'est-à-dire que pour avoir des échanges langagiers, quelle que soit la langue, avec ses enfants, il faut être disponible. Or, quand vous êtes envahi de problèmes sociaux, quand vous ne savez pas où vous allez dormir dans 3 jours, quand vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir manger à la fin de la semaine, quand vous êtes caissière chez Carrefour et que vous avez fait 4 heures le matin et puis 4 heures l'après-midi avec 4 heures de battement entre les deux et que vous rentrez finalement chez vous après une amplitude horaire de 12 heures et 1 heure de transport dans un métro bondé, vous n'avez plus la disponibilité psychique d'être un véritable interlocuteur pour vos enfants. Donc les gens, ils rentrent chez eux, ils sont épuisés, ils s'écroulent dans un canapé, ou alors ils n'ont pas de travail, ils sont déprimés et ils sont tout aussi écroulés dans un canapé. Mais du coup, l'enfant, il est seul avec la télé, seul avec une tablette, seul avec son petit frère. Quand il demande un truc, on va lui répondre oui, on va lui répondre non, mais on ne va pas lui répondre non, tu ne peux pas toucher cette casserole parce qu'elle est chaude et tu pourrais te brûler. Voilà. Et c'est ça qui va faire la différence dans l'accès à la langue. Nos élèves ne sont jamais allés au bord de la mer. Ils ne sont jamais allés au zoo. Ils ne sont, pour certains, ils ne vont pas au parc. Donc, quand on présente un légume, ils n'ont pas le nom. Quand on présente un animal, ils n'ont pas le nom. Ce travail-là, du coup, doit être fait dans le cadre de l'école. Et paradoxalement, on a moins de classes maternelles pour les enfants de 2 à 3 ans qu'en ont les écoles privées catholiques dans les secteurs favorisés. Il y a donc quelque chose qui marche sur la tête. Donc là, on parlait des enfants issus de l'immigration coloniale. Il y a un problème qui ne semble pas être un problème dans votre livre, c'est celui de la religion. D'ailleurs, il y a un des billets qui s'appelle « Religion », mais c'est, malgré tout ce qu'on dit, c'est pas le gros problème de l'école, la laïcité, dans le premier religion. tome, j'ai vraiment fait le choix de ne pas en parler, tellement j'étais épuisée que tous les problèmes de la Seine-Saint-Denis soient identifiés comme des problèmes entre l'islam et les Français. Dans le deuxième, j'ai fait un petit chapitre dessus quand même, parce que c'est vrai que moins les gens ont d'espoir social, moins ils ont l'espoir d'une vie meilleure ici et maintenant, plus ils retournent cet espoir vers une vie meilleure plus tard quand ils seront morts. Donc le poids de la religion, il augmente chaque fois que l'espoir social diminue. Mais je suis fatiguée de tous ces gens qui sont persuadés que le problème des écoles des quartiers populaires, c'est un problème de religion. Non, l'école a toujours composé avec la religion, et puis elle a toujours eu une certaine fermeté à l'égard des religieux, qui sont des acteurs politiques. Il ne faut pas penser qu'il y a des gens qui font de la politique et des gens qui font de la religion. Les acteurs religieux sont des acteurs politiques à part entière qui sont contre un certain nombre de lois, pour un certain nombre d'autres lois, qui se battent dans un sens ou dans l'autre sens. Donc, à l'évidence, l'école publique doit poser un certain nombre de limites aux interventions politiques des uns comme des autres. Bien sûr. Mais je pense qu'on peut parler de la religion en classe. On peut dire aux enfants, d'ailleurs on est bien obligé de dire aux enfants qu'on compte l'année 0 comme l'année de la supposée naissance de Jésus-Christ. Voilà. Donc le religieux, il imprègne l'ensemble de notre culture. Voilà, si on a 24 heures, c'est parce que les Babyloniens, ils comptaient comme ça. Voilà. Tout ça, on est pris dans un héritage culturel, dans des racines qui nous sont communes.
Mais ça n'autorise pas, voilà, le religieux à venir nous imposer des choses. Voilà. On est prise dans un héritage culturel, mais ça fait longtemps qu'on sait que la Terre, elle n'est pas plate. Voilà. Et donc ça, on a rompu avec ce savoir-là. Et on est obligé de s'opposer aux religieux qui pensent que la Terre est plate ou que les dinosaures n'ont jamais existé ou toutes sortes de fantaisies, c'est-à-dire les gens qui confondent le caractère mystique des textes religieux avec un manuel de biologie ou d'histoire. Les textes religieux ne sont pas des manuels d'histoire, à l'évidence. Il y a un constat très clair que vous faites depuis 30 ans dans votre école, c'est la baisse de la mixité sociale. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, plein de choses, c'est-à-dire quand on a commencé à effondrer les droits des petits fonctionnaires d'État. Donc, les gens de la Poste, les instituts, les gens de la SNCF avaient droit à des logements HLM. Et donc, les HLM étaient peuplés de petits fonctionnaires. Le jour où on a enlevé ces droits d'accès, eh ben, ils sont tous partis. Et par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a très peu d'enseignants qui habitent la Seine-Saint-Denis. Mais quand moi j'ai débuté et qu'on avait droit à un HLM, quand on débutait dans le métier, l'immense majorité des instituts commençaient leur carrière en vivant dans des HLM ou dans des logements de fonction. Voilà. Donc ça organisait une certaine mixité sociale dans les bâtiments. Ouais. Voilà. Donc on a voulu privatiser un grand nombre de services publics. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un nombre d'émissions pour se moquer des fonctionnaires qui est extrêmement important. Des humoristes en ont même fait un fonds de commerce, voilà. Mais on ne se moque jamais des privatisés. Moi, j'adorerais qu'il y ait un humoriste qui se rende compte que quand c'était la Poste qui livrait des colis, la Poste livrait des colis. Maintenant, Colis-Poste, ils vous livrent un avis. Ils refusent de venir en cité, ils refusent... Comme ils ont une pression à la performance qui est énorme, les employés de Colis-Poste, ils distribuent des avis et c'est à vous d'aller chercher votre colis à la Poste. Et ça, personne ne semble le voir. Voilà. Là, avant, moi, quand je suis rentrée à l'école, j'ai eu une visite obligatoire par le médecin scolaire. On avait une visite à l'entrée de la maternelle, une visite à l'entrée de la primaire, une visite à l'entrée du collège, une visite à l'entrée du lycée. C'était obligatoire. Et bien maintenant, moi, je distribue un papier aux parents exigeant d'eux qu'ils emmènent leurs enfants chez le médecin parce qu'on n'a plus de médecin scolaire pour le faire. Et d'ailleurs, ils y vont? On sait alors, j'en sais rien. Ouais, s'ils y vont ou pas, ouais. J'ai aucun moyen de vérifier, puisque le seul qui pourrait vérifier en utilisant les carnets de santé, ce serait un médecin ou un infirmier scolaire. Mais il faudrait qu'on en ait. Donc, c'est un entourage social qui se délite. Ce n'est pas seulement l'école publique qui se délite, parce que les enfants qui vont dans le privé, ils sont exactement dans la même situation que les enfants qui vont dans le public. Hein. Il ne faut pas penser que ce délitement du niveau d'entourage social ne touche que les enfants de l'école publique. Et il ne faut pas penser que parce qu'on va se regrouper à 50 parents dans la petite école privée, dans laquelle les choses se passeront quand même encore un petit peu mieux, les enfants de cette école-là vont s'en sortir, eux, tout seuls. On est sur une toute petite planète et on est tous ensemble. Là. Il y en a une d'école privée à Bobigny? Ah oui, puis avec 100% de réussite. Ah oui? Oui. C'est-à-dire que... Quoi, catholique? Une catholique réservée aux filles. Ah oui? D'ailleurs, c'est prodigieux. Je ne comprends pas que l'État français puisse accepter que des écoles non mixtes soient sous contrat.
Je pensais que les écoles sous contrat avaient les mêmes obligations que nous. Ouais. Donc, il n'y a aucune raison qu'elles aient le droit d'être non mixtes. Enfin, nous, on a une non mixte sous contrat, mais dès le CP, ils ne gardent pas les enfants qui ont du mal à apprendre à lire. En CE1, ils ne gardent pas ceux qui ont eu du mal à faire le programme de CE1, et ainsi de suite jusqu'au baccalauréat, où grâce à cet écrémage constant, ils ont 100% de réussite avec ceux qui n'ont pas de difficultés. Je précise juste, sous contrat, ça veut dire que c'est quand même l'État qui paye le salaire des enseignants. C'est ça. Donc, c'est ça. Et qu'ils ont une obligation de programme identique à la nôtre. Hein. Voilà. Alors, l'autre facteur qui a joué, vous l'évoquiez tout à l'heure, le plan de rénovation urbaine qui a été lancé en 2007, avec certaines des tours qui ont été détruites, d'autres rénovées. Ça a aussi conduit à aggraver cette... Alors, nous, on était contents au départ de la rénovation urbaine. On était contents puisque on nous disait qu'un certain nombre de bâtiments allaient être cassés, d'autres bâtiments un peu moins austères seraient construits. Donc, on était plutôt contents. Par contre, ce qu'on n'a pas compris tout de suite, mais alors que maintenant, on a bien compris, c'est que l'objectif de la rénovation urbaine, ça n'est pas de donner de la mixité sociale au quartier. L'objectif, c'est de libérer du foncier pour le vendre à des promoteurs privés. Donc, des tours ont été abattus, mais l'ensemble des espaces verts a été enlevé. Tous les espaces verts de la cité sont... Et on a construit des logements... Des logements, une nouvelle école, des bâtiments à usage de bureaux. Il y en a encore plein à construire. D'accord. Mais, à l'évidence, il y a les gens qui achètent ne souhaitent pas que leurs enfants se mélangent à l'école avec ceux qui sont dans les HLM. Donc, la nouvelle école s'est vue attribuer, pour l'instant, la quasi-totalité des copropriétés. Alors ça s'est fait par la sectorisation. C'est ça. Voilà. Mais alors... Ça a été lancé en 2007, mais Bobigny, c'est une ville qui, jusqu'en 2014, était quand même dirigée par des communistes, enfin, par le PC. Oui, mais c'est eux qui l'ont fait. Donc, c'est pas très de gauche comme... Ah ben c'est ça, c'est ce qu'on leur a dit, que c'était pas très de gauche, on leur a dit. Mais ils l'ont fait, et quand ils ont perdu la mairie et que ça a été la droite a continué sur la même lancée. Hein. Donc, ça n'est pas quelque chose... C'est quelque chose qui transcende les différences politiques, hein, cette affaire-là. Ça s'est senti par... Enfin, il y a eu des côtés positifs d'avoir une mairie rouge comme ça. Alors, pour l'école, quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des côtés négatifs de ne plus l'avoir. Oui, parce que là, maintenant, c'est l'UDI qui l'a remporté. C'est le groupe de gens qui sont à la tête de la mairie de Bobigny ont une action extrêmement délétère sur l'école parce qu'ils se sont fait élire avec la promesse de la gratuité de la cantine. Et cette promesse est tenue, mais elle est tenue sans aucun moyen. Ce qui fait que les enfants mangent dans des conditions hallucinantes de bruit, de désorganisation, d'encadrement par des gens très peu qualifiés. Et que pour faire ça, la municipalité a enlevé toute une série d'aides indispensables, entre autres la subvention aux bibliothèques scolaires, la subvention à l'audiovisuel, la subvention... Voilà, donc nous, on n'a pas de tableau blanc interactif, on n'a pas de chaîne stéréo, on n'a pas... voilà, on se retrouve à être une école qui travaille avec les moyens des années 80. Ils ont supprimé la société qui entretenait les ordinateurs dans les écoles. Donc, et ils ont arrêté de renouveler le parc des ordinateurs. Donc, on a des vieux coucous qui n'ont pas d'antivirus à jour. Enfin, voilà. Et quelque part, le message qui est donné aux parents, qui est un message, moi, je trouve absolument hallucinant, c'est que l'école, c'est l'endroit où on vient pour manger. Mais voilà, il n'y avait pas d'enfants qui avaient faim à Bobigny. Il faut arrêter le misérabilisme. On a des enfants qui ne mangent pas bien. Voilà. On a des parents qui sont très, très créatifs pour arriver à finir les fins de mois.
Mais il n'y avait pas nécessité de faire manger à la cantine des enfants qui ont leurs parents à la maison et qui habitent à 22 mètres de l'école. Pour moi, c'est quelque chose qui me laisse encore perplexe, quoi. On va parler de cette question des moyens, qui est quand même très importante, mais juste avant ça, voulez-vous faire raconter rapidement un point sur le fait que votre école accueille des enfants roms. C'est toujours le cas? Non. Non, c'est plus le cas. Ça a été le cas. On a été une des écoles de France à en avoir le plus, donc on a eu une montée en puissance parce qu'un bidonville s'est installé sur notre sectorisation scolaire. Et nous, à ce moment-là, on avait une classe d'accueil pour les enfants non francophones. Ouais, d'accord. Donc, on a eu un bidonville, puis 2 bidonvilles, puis 3 bidonvilles. Comme on est une école avec beaucoup de militants pédagogiques, on a énormément réfléchi à comment faire pour accueillir ces enfants-là. Ouais. Donc, de cet accueil, de cette réflexion, sont nés quelque chose qui était plutôt harmonieux et un petit peu réussi, qui fait que le bouche à oreille a fait que d'autres parents roms sont venus scolariser leurs enfants chez nous. Parce qu'ils trouvaient que leurs enfants ne travaillaient pas autant qu'ils auraient voulu dans les écoles où ils étaient. Et à un moment, on s'est retrouvé avec un nombre tout à fait considérable d'enfants roms dans l'école. Et comment ça se passait alors? Vous dites qu'ils avaient des classes séparées de rattrapage de français. Alors, comment vous faisiez? Ce n'est pas une classe où on est toute la journée. Le principe d'une classe d'accueil de non-francophones, c'est que l'enfant y va pour apprendre la langue française dans un cours soutenu intensif de langue française. Mais après, il fait récré avec les autres, mais il fait aussi gym avec les autres, il fait aussi maths avec les autres, il fait... Voilà. Donc, il est inclus dans une classe ordinaire de l'école un certain nombre d'heures, et puis il va à ce cours accéléré de français un certain nombre d'heures. Et il a le même âge que les autres enfants de sa classe, ou il est beaucoup plus vieux? Alors, tout ça dépend. Ouais. Tout ça dépend parce qu'en fait, il n'y a pas de parcours d'immigration qui se ressemble. C'est-à-dire qu'il y a des enfants roms qui sont arrivés dans notre école, qui n'étaient pas scolarisés auparavant, mais qui étaient nés en France. Et donc, ils avaient déjà quand même, avec la télé, la radio, les gens autour d'eux, une connaissance de la langue française. Et puis, il y avait des enfants qui avaient déjà été scolarisés en Roumanie et qui, eux, ce qu'ils ne connaissaient pas, c'était le français. Mais par contre, la structure scolaire, ils connaissaient bien. Alors qu'on a récupéré des gamins qui n'avaient aucune idée de ce qu'était une structure scolaire, qui avaient vécu sur des bidonvilles à volo depuis des années. Donc, on ne peut pas dire « voilà ce qu'on fera » avec un enfant rom. Un enfant rom, c'est exactement comme un enfant pas rom, c'est-à-dire ça peut être très différent d'un enfant à l'autre. Et pourquoi il n'y en a plus? Parce que la nouvelle municipalité a expulsé les bidonvilles. C'était en 2010? Oui. Et donc, de ces expulsions, on fait qu'un grand nombre de... Nous, on s'est vraiment battus pour que nos parents d'élèves soient relogés. Et une partie d'entre eux ont continué à venir à l'école, même en étant relogés dans d'autres communes, parce que les gamins, ils avaient leur univers là. Mais petit à petit, on les a passés au collège, ils ont grandi. Et aujourd'hui, il reste 3 enfants roms dans l'école. Sur 280, ça ne fait pas... D'accord. Alors, revenons aux questions des moyens. Lors de la dernière réforme de l'éducation prioritaire sous Hollande, votre école, si j'ai bien compris, est passée en REP+, réseau éducation prioritaire renforcé. C'est ça. C'est ça. De ZEP à REP+, je crois. C'est ça, on était ZEP. Et en fait, alors c'est une histoire qui est très compliquée, parce qu'aujourd'hui encore, le label REP, REP+, il est attribué au collège. Okay. Et par découlement aux écoles qui alimentent ce collège. Ce qui veut dire qu'une école qui n'a que très peu de difficultés peut se retrouver à avoir un label, simplement parce qu'elle envoie
ces élèves dans un vous collège. étiez rattaché à un autre collège ou... Alors nous, on était rattachés à 3 collèges différents, parce que comme nos élèves étaient considérés comme très, très en difficulté, on nous avait explosé sur tous les collèges, ce qui fait qu'on ne bénéficiait plus de rien, parce que pour toutes les réunions, on nous oubliait. Comme on avait très peu d'élèves qui arrivaient à droite, à gauche ou au centre, voilà. On a vécu cette période du buesque, on en est sorti. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ce qui est certain, c'est que les réformes successives se passent de l'analyse de terrain. Elles sont données pour des tas de motifs politiques. Et ça, depuis le début des ZEP. Hein. Au tout début des ZEP, c'était les villes qui étaient proches du PS qui les prenaient. Comme il fallait que le maire demande à avoir une ZEP, et que les maires PC n'en voulaient pas, ils étaient contre parce que le syndicat des enseignants proches du PC était contre, donc le PC était contre, donc ils n'en voulaient pas. Résultat des courses, au début des ZEP, il y avait plus de ZEP dans la Nièvre qu'en Seine-Saint-Denis. On a fini par marcher sur la tête. Il n'y en avait presque pas dans le Nord, puisqu'il fallait avoir des étrangers, alors que dans le Nord, ils avaient des écoles d'une pauvreté, avec des difficultés sociales énormes, mais des difficultés sociales bio, avec des Français bio. Du coup, ils ne pouvaient pas être ZEP, parce que dans la ZEP, il fallait avoir 85 nationalités différentes. Voilà. Et ces décisions qui sont prises comme ça, par des gens qui sont un peu éloignés du terrain, font toujours des effets d'aubaine sans avoir forcément les vertus qu'on leur suppose. D'autant que quand le ministre vient visiter quelque chose, tout le monde est content. Alors vous, maintenant, vous êtes bien REP+, donc ça devrait vouloir dire plein de moyens. Alors, non, les REP+, il n'y a plus aucun moyen pour les REP. Les REP+, c'est d'abord des primes pour les enseignants. D'accord. Voilà. On ne demande pas aux enseignants autre chose que de faire classe, mais on a 2 fois plus de primes que ceux qui sont simplement en REP. Et évidemment, plus de primes que ceux qui ne sont pas en REP et qui ne les ont pas. Hein. Mais quels sont les moyens pour les élèves ? Eh bien, il n'y a plus rien. Dans le temps, on avait de l'argent qui venait de l'État pour nos projets d'école. On avait de l'argent qui venait du contrat de ville pour les projets qu'on menait. On avait de l'argent qui pouvait venir de la mairie. Là, maintenant, on n'a vraiment plus rien. Ça remonte à quand, ce tournant de la Alors, baisse c'est des moyens? compliqué. J'aurais du mal à me souvenir parce que, en fait, tous les ans, le label change, le structure change. Donc, une année, on a des emplois jeunes. Après, on n'a plus d'emplois jeunes, on a des assistants d'éducation. Après, on n'a plus des assistants d'éducation, on a des emplois de vie scolaire. Après, on n'a plus d'emplois de vie scolaire, on a des auxiliaires de vie scolaire pour les enfants handicapés. Après, on n'a plus d'auxiliaires de vie scolaire pour les enfants handicapés, on a des AESH, mais on n'a plus d'assistants d'éducation. À un moment, moi, ça me donne le tournis, c'est-à-dire qu'on installe des procédures qu'on enlève avant même que ces procédures aient commencé à créer des routines qui auraient permis qu'elles deviennent efficaces. On est tout le temps dans des procédures d'installation. On installe, on désinstalle, on réinstalle. Voilà, le cycle 1 s'arrête en grande section et finalement le cycle 2 prend la grande section pour s'arrêter en CE1. Mais finalement le cycle 2 commence en CP pour s'arrêter en CE2. Le cycle 3 qui commençait en CE2 avec les évals de CE2, on enlève les évals de CE2, on en fait des évals de CE1. Et puis le cycle 3... Moi, j'aurais du mal à vous raconter toute l'histoire dans l'ordre, mais je ne sais pas qui est capable de le faire de mémoire. D'accord, donc il n'y a pas un moment de descente, quoi. Non, la descente, elle est continue. Elle est continue. Moi, je dirais à partir de... Jusqu'en 90, on monte. Parce que quand même, les ZEP nous apportent des moyens. 80, les ZEP, la rénovation des ZEP en 90, où là, il y a une évaluation un peu plus fine de quels sont les quartiers qui doivent être ZEP, améliore quand même un peu les choses. Et après, ça n'est
qu'une descente constante gauche et droite confondues, des moyens, parce que tout le monde veut à la fois faire des économies d'échelle et en même temps laisser sa marque en faisant un grand truc qui marquera les esprits, mais qui n'a pas les moyens, ni la temporalité de son efficacité. Alors, les nouveaux programmes, la rénovation des nouveaux programmes, il y a très peu d'instits ont le temps de mettre en œuvre réellement le nouveau programme avant que l'ancien programme, avant qu'un nouveau programme arrive. Là, il y a plein d'instits qui n'étaient pas encore arrivés au prédicat, qui continuaient avec le complément d'objet direct. Il semblerait que le prédicat va disparaître. Résultat, à un moment, les collègues, elles acquièrent une certaine inertie. En se disant qu'on va déjà attendre, voir si ça dure, la nouvelle fantaisie du moment. Mais on est trop soumis à des phénomènes de mode, au détriment d'une formation. Voilà, parce que la seule chose qui ferait bouger les lignes, c'est de restaurer une formation des enseignants à leur métier, et non pas au concours pour pouvoir être titulaire. À l'heure actuelle, la formation, c'est une formation à l'obtention du concours. Mais ça n'est pas une formation au métier d'enseignant. Et donc, ce qui permettrait d'améliorer les choses, ce serait, outre l'amélioration nette de l'entourage social des enfants, le fait qu'on ait la garantie que tous les enfants ont un logement, des parents qui ont des ressources régulières. On a du mal à voir les dégâts de la précarité. En envoyant des centaines de familles à des emplois précaires, on a envoyé des centaines d'enfants à l'échec scolaire. Parce que la précarité des familles pèse plus que la pauvreté. Une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, mais qui n'a pas beaucoup d'argent tous les mois de manière stable, ils arrivent à s'accommoder de cette situation et à élever quand même leurs enfants. Par contre, une famille qui ne sait pas si demain, si après-demain, si dans 8 jours, ça pèse vraiment sur leur disponibilité éducative. Donc, outre ça, vous disiez, le plus important, c'est la formation des enseignants. Alors, aujourd'hui, comment est-ce qu'ils sont formés, les enseignants qui arrivent dans votre école ? Ils vont, normalement, ils ont une formation jusqu'au concours. Après, ils ont une année à mi-temps, où ils ont déjà une classe à mi-temps, en même temps qu'ils ont une formation à mi-temps. D'accord. Parce que ça a changé. Il y a eu une grosse réforme sous Sarkozy. Alors, Sarkozy a enlevé la formation, parce que Sarkozy était, je pense, dans l'objectif d'une destruction de la qualité du service public pour favoriser l'émergence de l'école privée. Donc, il y avait une direction très nette de destruction de tout ce qui pouvait faire qualité du service public. Et on s'est rendu compte de la catastrophe très vite. Mais même les gens les plus à droite du ministère se sont rendus compte de la catastrophe. De la suppression de l'IUFM, en fait, c'est ça ? De la suppression de la formation. Je ne suis pas sûre que l'IUFM était la panacée. Mais ce qui est sûr, c'est qu'entre une formation qui n'était pas toujours très bonne et pas de formation du tout... Oui, parce que maintenant, en fait, il suffit d'avoir un master, c'est ça, en n'importe quoi. C'est ça. Et si vous allez à l'hôpital et que le chirurgien qui vous opère vous dit « Je suis rentré en formation en alternance hier, je n'ai pas encore appris à opérer, mais c'est quand même moi qui va vous opérer », vous voyez bien tout de suite que ça vous met en stress. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait avec les enfants, c'est-à-dire de les mettre en classe avec des gens dont la formation commence en même temps qu'ils ont cette classe. Et en plus, ce sont les jeunes stagiaires qui se retrouvent dans les écoles les plus difficiles, c'est ça ? Alors, de toute façon, on ne voit pas bien comment des gens jeunes et inexpérimentés se retrouveraient dans les endroits les plus faciles, à moins de mettre un numerus clausus qui dirait qu'en REP+, pour entrer,
il faut avoir 5 ans d'ancienneté. Ouais. Mais là, avec la difficulté qu'on pourrait n'avoir aucun enseignant de 5 ans d'ancienneté qui postule. Oui. Voilà. Et si on n'a personne qui postule, on se retrouverait à avoir du coup des contractuels, ce qui n'est pas forcément un meilleur choix que d'avoir des débutants. Là, d'ailleurs, il y a pas mal d'enseignants qui, en fait, faisaient complètement autre chose et qui prennent ce métier comme deuxième carrière. J'en vois dans mon entourage de plus en plus qui en ont marre de la précarité d'être journaliste. Enfin, moi, je vois ça, des journalistes, en fait, qui passent le concours pour... Alors, il y a effectivement des gens, en particulier des femmes, ouais. qui font enseignante en deuxième carrière, à la fois parce qu'elles sont fatiguées de la précarité, mais elles sont fatiguées aussi de la précarité de leurs horaires. Ouais. C'est-à-dire qu'elles ont des emplois où, dans leur société privée où elles travaillaient, on considérait que la secrétaire pouvait rester jusqu'à 22 heures en réunion et qu'une fois qu'on a 1, 2, 3 enfants, tout ça pose des problèmes un peu plus complexes à gérer. Mais aussi, on a des gens qui font enseignant parce qu'ils veulent faire quelque chose qui a un peu du sens. Ouais. Et ça aussi, ça attire, malgré des payes qui sont misérables et des conditions de travail qui ne sont pas très bonnes, la grande force du métier, c'est cette relation aux enfants, qui est une relation qui est quand même une relation charnelle, pleine d'affect, où on n'est pas en train de faire des boulons de 12. On est en train d'aider à la construction de la génération qui nous suivra. Et ça, c'est une activité qui est extrêmement enthousiasmante. Et alors, vous pouvez nous donner des exemples de choses qu'on apprenait avant à faire et que maintenant, les instituts n'apprennent plus à faire? Alors, je pense qu'il y a une première rupture avec l'arrivée des photocopieuses. C'est-à-dire qu'avant les photocopieuses, il fallait que les enfants copient un certain nombre de choses pour pouvoir les faire. Et donc, ça supposait des phases de tâtonnement. Parce que, évidemment, si on fait copier en premier jet sur des cahiers à des enfants, on a vite fait d'avoir quelque chose qui est très, très brouillon. Donc, les enseignants avaient sans doute plus de formation à faire manipuler les enfants avec des bûchettes, avec des jetons pour compter, à essayer d'écrire la phrase à l'ardoise avant de la recopier sur le cahier, voilà. Et quand sont arrivées les photocopieuses, puis ce qu'on appelle les fichiers, c'est-à-dire des livres scolaires sur lesquels on écrit directement. C'est le livre scolaire à usage unique, une très belle invention des éditeurs en termes de flux financiers. Du coup, on est passé à cette logique du premier jet. Lorsque les enseignants n'ont que très peu de formation, eh bien, évidemment, ils vont privilégier des supports qu'ils trouvent tout prêt, tout fait, tout photocopié, qui donnent aux parents l'illusion d'un cahier bien tenu, mais qui mithridatisent les enfants, enfin, qui les pavlovisent à des exercices prémâchés au détriment de la construction d'une pensée mathématique ou de la construction d'une pensée orthographique. Je pense que on a trop imaginé que l'ordinateur, les tablettes, le numérique allaient aider les enfants à apprendre. Or, ça aide les enfants à accéder à des informations. Mais apprendre, ça n'est pas accéder à des informations. Ce sont deux activités tout à fait différentes. Je pense que le numérique a déjà remplacé les encyclopédies, remplacera probablement les dictionnaires. C'est plus facile d'aller chercher sur une tablette que d'aller chercher dans un pavé. Je ne crois pas que le numérique va se substituer. Et on le voit là avec les MOOC, les classes inversées, voilà. On voit qu'une chose est d'accéder à un certain nombre d'informations, une autre chose est d'apprendre. Apprendre, c'est se libérer
d'un mode archaïque de pensée pour aller vers un nouveau mode de pensée. Et ce travail, qui est un travail psychique, il ne se fait pas avec une tablette, il se fait dans le cadre d'interactions humaines. Et les interactions humaines les plus favorables, apparemment toutes les études le prouvent, ça n'est pas l'aide individualisée, ça n'est pas le cours particulier, ça n'est pas l'entraînement sur l'ordinateur, c'est le groupe classe et le travail coopératif avec des pairs. Et c'est ça qui apporte la plus grande marge de progression aux enfants, c'est la classe. Et c'est la classe avec des différences entre les enfants. C'est-à-dire, c'est probablement la classe multi-âge qui permet à ce que des enfants plus âgés soient en interaction avec des enfants plus jeunes, qui est le milieu le plus favorable aux activités d'apprentissage. Là, ce que vous décrivez, ça fait partie de cette pédagogie Freinet, justement? Ça fait partie. Alors, la pédagogie Freinet, oui, est une pédagogie de la coopération. Ouais. Ça a un certain nombre de piliers, la pédagogie Freinet, autour de la coopération, autour de la relation démocratique, c'est-à-dire d'installer très jeunes les enfants dans des structures démocratiques, leur apprendre à faire vivre des petits conseils municipaux d'enfants. Voilà, imaginez que la classe est un petit village dont le conseil municipal regrouperait tous les habitants de ce petit village qui se demanderaient comment faire pour que les rues soient propres, comment faire pour que on ne dépense pas trop d'électricité, comment faire pour améliorer la qualité de vie de tout le monde. Voilà. Eh bien, faire ça à l'échelle d'une classe, c'est possible depuis la maternelle, alors avec des tout petits enjeux en maternelle. Savoir si on va faire des galettes ou des chocolats. Voilà, il faut que ça soit leurs enjeux à eux. Il ne faut pas que ça soit une manipulation des enfants. Mais cette démocratie mise en œuvre depuis le plus jeune âge est certainement la garantie de l'émergence d'une vie plus démocratique à l'échelle de la société. Et en tout cas d'une éducation morale plus soutenue dont on aurait le plus urgent besoin. Quand on arrive dans votre école, ça se voit tout de suite que c'est une école Freinet. Il y a vraiment des choses très différentes d'autres écoles? Parce que dans l'image que j'ai, parce que ça s'est développé dans les 30, j'imagine des écoles sans murs. Non, nous on a vraiment un bâti qui est un bâti tout à fait ordinaire. Je ne sais pas si ça se voit. Ce qui se voit, c'est dans les relations, peut-être, qu'on a aux enfants. En tout cas, les enfants sont réunis chaque semaine dans leur classe. Ensuite, les délégués sont réunis chaque quinzaine. On a une fiche projet, une fiche proposition, une fiche critique que les enfants doivent remplir. Les enfants ont un certain nombre de droits qui ne sont pas les mêmes en fonction de leur comportement. Donc, il y a une échelle de comportement qui donne... Et des droits à quoi, par exemple? Des droits à rester dans la classe pendant les temps de récréation, les droits de faire des ateliers à certains moments sans la présence d'un adulte, les droits de monter en classe sans être dans un rang. Voilà. Il y a une série de droits qui sont accessibles en fonction des discussions qu'ils ont eux-mêmes entre eux et des votes qu'ils émettent entre eux sur leur comportement. Et comment les différents instituts sont formés à ça? C'est vous qui, quand ils arrivent dans l'école, vous leur expliquez comment appliquer ces méthodes? Alors, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une partie des gens qui demandent l'école sont des militants du mouvement Freinet. Et pour ceux qui arrivent chez nous par hasard, on prend un temps de formation à un certain nombre de choses auxquelles ils doivent obligatoirement participer, dont, par exemple, cette question de ceinture, puisque ça règle la circulation de l'ensemble des enfants. Donc, même les enseignants qui n'ont pas de pratique Freinet dans leur classe sont quand même tenus de participer à ce projet. Oui. Voilà. Et en quoi ça se distingue d'une autre méthode dont on entend souvent parler, comme la méthode Montessori?
Alors d'abord parce que c'est pas une méthode. Ouais. Freinet, c'est un ensemble de principes. Ouais. Voilà. Et donc, ça n'est pas, c'est pas d'abord une réflexion sur des outils, comme chez Montessori. Ouais. C'est d'abord une réflexion politique sur la société dans laquelle nous voudrions vivre. Ouais. Et donc, quelle est l'éducation? Si on veut une société, on va dire, plus démocratique, plus écologiste, plus féministe. C'est-à-dire que c'est ça. On est d'accord. Ça, les axes. Qu'est-ce que nous allons mettre en place avec les enfants, voilà, pour que les enfants soient à la fois plus audacieux, pour les filles en particulier, plus contenus, de façon à se respecter mutuellement. Qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre? Comment on va leur apprendre à s'entraider? Donc, par exemple, Freinet, dans la pédagogie Freinet, il y a des temps qu'on appelle du travail individualisé, où les enfants ne font pas exactement la même chose dans la classe. Donc, il y en a un qui va faire un peu plus de maths, l'autre qui va finir son texte en français, le troisième qui va chercher une poésie à apprendre et à recopier sur son cahier. Voilà, tout ça étant guidé par un petit plan de travail pour chacun. Et les enfants vont être amenés à s'entraider dans ces moments-là. Alors, pourquoi on les amène à s'entraider? D'abord parce qu'on sait que les interactions entre les pairs favorisent les schèmes d'apprentissage chez les enfants, mais aussi parce qu'on voudrait une société plus démocratique, donc une société où les gens s'entraideraient davantage, seraient plus respectueux les uns des autres, plus attentifs aux autres, voilà, et où on n'aurait pas comme objectif d'avoir des winners, des gens qui sont tout, pendant qu'il y aurait des losers et des gens qui seraient rien et qui resteraient dans des gares à n'être rien, par exemple. Hein. Donc, c'est un autre projet que la réussite scolaire. C'est-à-dire que ce que nous visons n'est pas que les enfants soient les meilleurs à tout prix. Voilà. On souhaite qu'ils soient les meilleurs, mais en tant qu'être humain. Quand on écoute les débats médiatiques sur l'école, on a l'impression qu'il y a deux camps, avec un clivage des méthodes pédagogiques qui recouperait un clivage politique-idéologique. Alors, pour le résumer, on a l'impression que d'un côté, il y a le camp républicaniste, les Natacha Polony, nostalgique de l'école de la Troisième République, de l'autorité, du lien républicain, de la discipline. Alors, eux, ils disent qu'ils sont attachés à l'instruction, plutôt que l'éducation, ils disent à la transmission de savoirs universels comme lire, écrire, compter, plutôt qu'à la transmission de valeurs, et qu'ils... voilà, alors eux, ils sont attachés à la méthode syllabique de lecture et ils vont critiquer le camp d'en face comme étant donc plutôt de gauche, comme pratiquant la méthode globale, comme favorisant la transmission de valeurs, de savoir-être, de vivre ensemble, plutôt que des savoirs lire, écrire. Et voilà, ça serait les pédagogistes. Donc on a l'impression qu'il y a ces deux camps comme ça. Est-ce que ça, c'est un débat complètement hors sol qui finalement ne se retrouve pas du tout, ou alors est-ce qu'on retrouve ces débats-là sur le terrain quand dans l'école? Alors c'est un débat où tout le monde ment, donc c'est très difficile d'aboutir ce débat, parce qu'évidemment Natacha Polony, elle est spécialiste de l'éducation comme moi je suis évêque, elle a un doctorat de poésie. Elle ferait mieux de faire de la poésie que de se prétendre spécialiste de l'éducation, alors qu'elle a passé 9 mois en Seine-Saint-Denis, hein. Et puis qu'après, elle a été bosser 2 ans dans une école privée, puis après, elle a fait journaliste. Elle est journaliste, elle n'est pas spécialiste de l'éducation. Et pourtant, c'est une grande obsession. Oui, mais ça, c'est son obsession. Chacun a droit à ses obsessions, mais il faut aller voir ça avec des psychanalystes, hein, quand on a des obsessions. Natacha Polony ment parce que, comme Finkielkraut, ce qu'il regrette, c'est la sélection. Évidemment, cette école de la transmission des savoirs, n'est-ce pas, dans des lycées de haut niveau, ben, ça se faisait au détriment des enfants du peuple qui n'y allaient pas. Voilà, moi, donc c'est pas il y a 1000 ans, hein, quand je suis allée au collège, on était 2.
à aller au collège. Voilà. Les autres filles de ma classe, on était 36 filles dans ma classe de CM2, elles ne sont pas allées au collège. Donc, évidemment, le niveau de ma classe de 6e était très élevé. Oui. Donc, quand on dit que le niveau baisse, c'est vrai? Alors, le niveau des élèves qui vont au collège a baissé à partir du moment où tout le monde est entré. Évidemment qu'à l'époque où on sélectionnait... Mais oui. Voilà. Sauf que ce qu'ils ne disent jamais, ces gens qui sont favorables au haut niveau, et y compris à la sélection, qui le disent, ils veulent une sélection à l'entrée de l'université, à l'entrée, voilà, de façon à maintenir. Ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne passent pas la barre? On les composte? On en refait des protéines bio? Non, mais c'est intéressant parce que qui veut refaire aujourd'hui des CEG et des classes de fin d'études? Qui est pour refaire des CPPN? Voilà, parce qu'elles ne parlent jamais des CPPN. Et pourtant, les classes pré-professionnelles de niveau accueillaient massivement les enfants d'ouvriers pour les envoyer en CAP dès l'âge de 14 ans. Alors, à l'époque, ça gêne personne, parce que comme il y a du boulot, et ben voilà, les enfants d'ouvriers vont en CPPN, et puis après, à 14 ans, ils rentrent chez Solvay, ils rentrent dans les mines, ils rentrent dans les aciéries, ils rentrent chez Peugeot, ils rentrent dans les filatures à Troyes, et de la main-d'œuvre peu qualifiée, on en a besoin de partout. Le petit souci, c'est qu'aujourd'hui, on en fait quoi? Si on génère, par un processus de sélection, une immense main-d'œuvre non qualifiée, on en fera quoi de l'immense main-d'œuvre non qualifiée? Voilà, c'est ça qui n'est pas dit. Alors, d'un autre côté, chez les pédagogistes, voilà, on trouve des tas de gens qui ont une réflexion sur la pédagogie, et ça c'est bien, parce que c'est le cœur de notre métier, de réfléchir à comment faire pour que les enfants apprennent mieux. La pédagogie, c'est juste comment faire pour que les enfants apprennent mieux. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir honte de faire ce qui est notre cœur de métier. Par contre, on a quand même toutes sortes de politiques libérales de décentralisation qui ont utilisé des termes qui étaient les nôtres pour vendre des soupes amères qui n'ont rien à voir avec ce que nous proposons. Parce que les pédagogues, ça a toujours été des gens qui ont cherché à améliorer l'école par les voies du progrès social. Voilà. Ça n'a jamais été des gens qui ont voulu faire manger des soupes amères en les parant de vertus pédagogiques. Donc, quand mon inspectrice exige que j'écrive le projet d'école, en fait, ce qu'elle me demande, c'est un contrat d'objectif. Elle demande à un de ses cadres de gestion un contrat d'objectif. C'est pour ça qu'elle me demande à moi d'écrire le projet d'école. Parce que le véritable projet, qui est celui qui est réfléchi avec l'ensemble des enseignants de l'école, il ne rentre pas dans les cases du contrat d'objectif. Mais ce n'est pas grave, parce qu'un projet, c'est quelque chose dans lequel nous nous projetons ensemble. Ce n'est pas un truc qui rentre dans des cases pour obtenir éventuellement des financements à l'intérieur de ces cases. Ce n'est pas ça. Voilà. Donc, elle a détourné l'administration, pas mon inspectrice en tant que l'administration, a détourné un terme pour lui faire dire autre chose que ce qu'il est. Et alors, tous les termes pédagogiques sont là-dedans. Après, le débat stupide sur faut-il de la globale, faut-il de la syllabique. Moi, je réponds deux choses. La première, c'est quand un enfant entre à l'école maternelle, il a déjà vu globalement des milliers de mots écrits. Et il y a même des enfants qui reconnaissent déjà globalement leur prénom, des mots comme papa, voilà, dès 3 ans. Donc, on ne peut pas dire on ne va pas faire de global parce que déjà, les gamins, ils en font tout seuls. Voilà. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est que je ne connais pas une institut de CP qui n'étudie pas les syllabes. J'adore
Rachel Boutonnet et tout ce courant réactionnaire qui se prétend républicain, mais des instituts de CP qui n'enseignent ni les lettres ni les sons, moi, je n'en connais pas. Et ce que je voudrais, c'est qu'ils m'en montrent. Voilà. Oui. Parce qu'ils parlent de quelque chose qui, en fait, n'a jamais existé. Oui, bah là encore récemment, là, Blanca, le ministre de l'Éducation, il a encore dit, bon, il faut... Alors lui, il a expliqué, j'ai la citation, c'est en s'appuyant sur les neurosciences. Il dit, pour la lecture, on s'appuiera sur les découvertes des neurosciences, donc sur une pédagogie explicite de type syllabique et non pas sur la méthode globale. Alors, tout le monde admet aujourd'hui qu'elle a eu des résultats tout sauf pour moi. Personne n'utilise de méthode globale, c'est-à-dire de méthode qui n'utiliserait pas la syllabique. Par contre, si je veux écrire en m'appuyant sur ce que je sais des syllabes, une expression comme « qu'est-ce qu'il y a ?» ou « aujourd'hui », moi, je recommande aux enfants de savoir globalement comment on écrit « aujourd'hui » et de l'apprendre par cœur. Il y a, franchement, ça c'est normal d'écrire « il y a » en 3 mots séparés. Voilà, on est obligé de savoir globalement comment ça s'écrit. Par ailleurs, à tous ceux qui pensent qu'il y a des lettres qui forment des sons, il faut se rappeler qu'en français, ça n'est pas totalement vrai. Si je dis 1000 et si je dis bille, si je dis fille et si je dis ville, si je le lis, ce qui me permet de le lire, c'est la connaissance globale du mot. C'est pas l'addition des lettres, parce que le i 2 le, il fait des fois il, des fois i, et de manière parfaitement aléatoire. Voilà. Donc, on est bien à des connaissances globales qui s'additionnent à des connaissances syllabiques, parce qu'à l'inverse, si je lis un roman russe, et que je dois lire le nom des personnages, eh ben, je vais être obligée de redécomposer en syllabes. Oui, mais alors pourquoi faire autant de blabla sur ça Parce que ça flatte les parents. Voilà, toute une série de parents réactionnaires. Alors, tout le monde a une idée en France sur comment il faut faire pour enseigner la lecture. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui n'a pas bien appris à lire. Ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, on casse les pieds des cancérologues, puisque tout le monde a eu quelqu'un qui avait un cancer dans sa famille, autant qu'on casse les pieds des instituts de CP. Et j'y vois quelque chose qui a trait avec le féminisme. C'est-à-dire, si tout le monde se permet d'avoir des avis sur le CP, c'est parce que comme c'est des femmes, finalement, elles ne peuvent pas être très intelligentes. Voilà. Or, je suis persuadée que les meilleures didacticiennes de l'apprentissage de la lecture, c'est les maîtresses des écoles. Et ce n'est pas les gens qui étudient les maîtresses des écoles. Voilà. C'est en le faisant que tu apprends à le faire et que tu apprends à le faire de mieux en mieux. Et en général, les maîtresses de CP, elles sont extrêmement pragmatiques. Dès qu'elles ont un peu d'ancienneté, elles deviennent pragmatiques. Parce qu'il y a des enfants qui démarrent tout doucement, mais qui arrivent quand même, d'autres qui démarrent vite, mais qui peinent au milieu. Et donc, c'est une classe pour laquelle il faut quand même avoir une vraie vision de la différenciation. Il ne faut pas oublier qu'un bon lecteur, c'est quelqu'un qui ne lit plus les syllabes, mais qui fixe des empans de mots, c'est-à-dire plusieurs mots à la fois, et qui en comprend le sens immédiatement, groupe de mots par groupe de mots. Donc, on ne peut pas résumer l'apprentissage de la lecture à la syllabisation. Et par ailleurs, quid de la culture de l'écrit? Parce que ce qui a été apporté quand même par la didactique de l'apprentissage de la lecture, c'est que dans l'écrit, il y a un grand nombre de codes, et pas seulement les codes des lettres, la forme du livre, la taille des lettres, plein de choses donnent des indications, que ce soit dans une bande dessinée, sur un titre de livre, sur ce qu'on va trouver dans le livre, que quelqu'un de cultivé qui cherche un mot commençant par M dans un dictionnaire ouvre immédiatement le dictionnaire au milieu, c'est-à-dire qu'il a
l'ordre alphabétique inscrit. Voilà, il y a toutes sortes de savoirs qui permettent de lire efficacement, c'est-à-dire de ne pas ânonner, mais de comprendre un message écrit dans sa complexité, ce qui est un tout petit peu plus audacieux que ce qui est proposé. Mais ça fait toujours plaisir de taper sur des pédagogistes. Là, moi, j'étais à l'université d'automne de l'OCCE, de l'Office des coopératives scolaires. Il y a même des militants républicains qui ont envoyé des tweets appelant à ce que des actions terroristes soient faites contre nous. On est dans extrêmement virulent, un truc totalement déraisonnable. Totalement déraisonnable. Non, c'est fou, ça déchaîne les passions. Alors, pour terminer, je voudrais qu'on parle de la manière dont vous avez pu vous mobiliser, même dans les contraintes données. Il y a bien sûr le recours à la grève, mais c'est assez compliqué de faire grève sans pénaliser les enfants, les parents des enfants. Donc, comment vous avez pu faire? Est-ce que vous avez soit des conseils, soit des exemples de mobilisation réussie où vous avez pu obtenir des choses? En tout cas, ce qui est compliqué avec la grève, c'est que faire grève, quand on travaille chez Renault, c'est arrêter de construire des voitures Renault, et donc les actionnaires de chez Renault commencent à se ronger les doigts. Le patron de chez Renault commence à avoir des insomnies parce qu'il se dit « je ne vais plus avoir de voitures Renault à vendre ». C'est ça la grève. Or, faire grève quand on travaille dans l'éducation, ça n'est pas arrêter une production. Ce que nous produisons est très immatériel. Et d'ailleurs, on voit à quel point l'administration se moque complètement du fait que les enfants perdent des jours de classe, puisque sous Sarkozy, tous les remplaçants ont été supprimés et massivement, les classes restaient des jours, voire des mois, sans remplaçants. Et là encore, en Seine-Saint-Denis, on n'arrête pas de voir des parents d'élèves qui annoncent que leur gamin n'a pas eu cours en maths depuis des semaines. Le lycée professionnel de Bobigny, à début septembre, pour une filière informatique, ils n'avaient pas d'ordinateur. Et en octobre, ils ne les avaient toujours pas, ce n'était pas branché. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un certain désintérêt pour la réussite de la scolarité des élèves. Donc, faire grève dans ces conditions, pour moi, ça n'a pas forcément de sens, sauf si la grève permet de libérer du temps pour faire des actions. Oui. Voilà. Sauf que pour bien des professeurs qui sont en grève, on ne les revoit pas, il n'y a pas d'assemblée générale, ils ne viennent pas aux manifestations. Par ailleurs, ces manifestations, promenades de Bastille à Nation, de Nation à République, perdent aussi du sens. Moi, je serais assez favorable à ce que la journée de grève soit consacrée à un brainstorming pour savoir ce que nous allons faire et une action qui fasse que... Oui. Vous avez des exemples d'actions qui ont porté leurs fruits? Alors, en tout cas, moi, une fois, j'ai une mère d'élève. Ça faisait 1 mois que sa fille n'avait pas classe. Elle est arrivée un matin avec un duvet, une tente quechua. Alors, non, il se trouve qu'on a un toit plat. Et elle a dit, moi, je monte sur le toit de l'école, je campe, je redescendrai quand ma fille aura classe. Et c'est tout à fait extraordinaire parce que moi, je galérais depuis 1 mois à essayer de demander, d'exiger, de hurler, de tempêter, de faire tout ce qui était possible de faire pour obtenir un remplaçant. Et on n'était parvenu à rien. Et elle est montée sur le toit à 9h. Elle a appelé Europe 1, BFM, France Inter. À 9h30, 10h moins le quart, j'avais la moitié de la presse française qui était sur le toit de l'école. Et à 10h, on me proposait un remplaçant que j'ai refusé. Bah oui, parce que quand on a le rapport de force, il faut essayer d'avoir mieux. Et j'ai dit que je ne voulais pas un remplaçant débutant. Donc, j'ai fait sortir de sa classe une remplaçante expérimentée qui avait déjà eu cette classe et qu'on connaissait et qui faisait l'étude chez nous
elle faisait travailler les mômes le soir, donc elle les connaissait. Pour moi, c'était la seule personne qui avait le niveau de qualification et la connaissance des enfants permettant de rattraper en 5 mois ce mois d'école manquant. Ouais. Et donc, j'ai exigé que ce soit elle. Ah ouais. Et à 10h30, je l'ai obtenu. Donc, finalement, quand on bouleverse comme ça le champ médiatique ou le champ de l'action ou de la circulation, ou, on peut créer des rapports de force. Mais la grève, et strictement la grève, chez nous, ne crée pas nécessairement un rapport de force suffisant, sauf si les élèves se mettent avec nous, en tout cas pas les élèves d'élémentaire, mais si les lycéens et les étudiants s'y mettent, là, il y a toujours la peur de ces jeunes là, du 93, grands noirs musulmans avec des capuches. Enfin, surtout s'ils débarquent dans Paris. Voilà, que ça crée tout de suite un rapport de force. Mais strictement les enseignants, on est obligé de réfléchir, non pas sur cette question de pénalisation des élèves, mais sur le rapport d'intérêt entre la pénalisation des élèves et ce qu'on obtient. Parce que faire grève, ça suppose d'obtenir quelque chose. Sinon, les gens perdre un 30e de salaire, ça ne va pas les amuser longtemps, si on ne gagne rien. Vous avez des idées d'actions qu'il faudrait qu'on pourrait pour qu'on peut diffuser Non. Il faut garder l'effet de surprise. C'est ça. Je pense que je les transmettrai à la génération qui me suivra. Merci beaucoup.